logique sur cette injustice. Alors, je vais vous partager mon PowerPoint. Donc, je vais faire partage. Je vais ici, partager. Voilà. Et normalement, si je le mets en diaporama, vous devez pouvoir le voir. Est-ce que c'est le cas? Oui? Bruno, est-ce que... On le voit en mode édition. Ah, alors attends, je vais mettre à partir du début. Ah, voilà. Est-ce que c'est bon, on le voit en mode diaporama, hein, c'est ça? Bien mieux. Eh bien, parfait. Alors, donc la question qui se pose, donc le constat est simple, les femmes sont moins rémunérées que les hommes. Alors, moins, on va voir que tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais on va d'abord le voir d'ailleurs sur cette différence entre les chiffres, et après ça, on verra les causes de cette injustice, en tout cas de mon point de vue. Donc, quel est le pourcentage d'écart entre les hommes et les femmes en matière de rémunération? Eh bien, selon les uns, c'est 5%, selon les autres, c'est 25%. Selon l'INSEE, c'est dans un chiffre intermédiaire 11%. Selon les féministes, c'est 25%. Alors évidemment, on ne parle pas forcément de la même chose parce qu'on met dans ces calculs à la fois les mi-temps et les pleins temps, sachant que les femmes font plus de mi-temps ou de temps partiel. Donc forcément, on arrive à des rémunérations annuelles qui sont quand même, ou mensuelles, qui sont inférieures. Et je me suis posé la question, cet écart est-il également observé pour les femmes jeunes diplômées? Parce qu'on s'aperçoit qu'elles gagnent 10% de plus que les hommes jeunes diplômés. La raison en est simple, c'est qu'elles sont plus studieuses, elles travaillent mieux, et du coup, elles sont mieux classées à la sortie des études, et donc les entreprises qui viennent les chercher les rémunèrent plus. Alors ça, on ne le dit jamais parce que ça énerve les féministes, mais il faut savoir effectivement que effectivement, les femmes jeunes diplômées gagnent 10% de plus que les hommes jeunes diplômés jusqu'à 28 ans. Alors, la raison pourrait en être parfaitement simple et logique, c'est que 28 ans, c'est l'âge pivot où la rémunération des hommes dépasse définitivement celle des femmes, et ça pourrait être l'âge de la première grossesse. Eh bien non, l'âge moyen de la première grossesse est de 35 ans. Et d'ailleurs, plus les femmes sont diplômées, plus elles repoussent l'âge de la première grossesse pour avoir le temps de bien lancer leur carrière. Donc, on voit que dans cette analyse, ce n'est pas la grossesse qui fait qu'à 28 ans, le salaire des femmes jeunes diplômées passe en dessous du salaire des hommes jeunes diplômés. Enfin, à 28 ans, ils ne sont plus complètement jeunes diplômés, mais ils l'ont été. Donc, revenons à nos trois causes. Pour trouver les raisons de cette injustice, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Alors, voilà. Il faut que je sois attentif. Il y a Sarah Stibling qui nous rejoint. Bienvenue, Sarah. Donc, j'étais en train d'expliquer que les femmes, selon les chiffres, gagnent entre 5 et 25% de moins que les hommes. Alors, pour trouver les raisons de cette injustice, il faut d'abord comprendre quelle est la spécificité de l'ambition féminine. Et pour comprendre cette spécificité, tiens, je vois que mon PowerPoint n'avance plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Et pour comprendre cette spécificité, penchons-nous sur la psychologie féminine.
Alors, je vois tout de suite les critiques, c'est que je vais vous dire des choses qui sont globalement vraies. Et pour citer un penseur français, ce qui est simple est toujours faux, et ce qui ne l'est pas n'est pas utilisable. Donc, le penseur, c'est Paul Valéry. Donc, effectivement, entre ce qui est trop simpliste et ce qui est trop compliqué, on va essayer d'être pédagogue et on va essayer quand même de faire simple. Alors, la cause numéro 1 que j'ai identifiée, qui pourrait expliquer que les femmes sont moins rémunérées que les hommes, eh bien, elle est illustrée par cette image. Vous voyez à gauche un tuyau d'arrosage qui arrose de manière très large et à droite un tuyau d'arrosage qui arrose de manière très ciblée. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que les femmes sont unidimensionnelles et elles sont comme une panière de fruits, en tout cas leur vie est comme une panière de fruits, où toutes les dimensions de leur vie sont interreliées et sont dans le même espace. Les enfants, le travail, l'amour, les amis, le loisir, le développement personnel, et j'en passe. Le problème, c'est que cette promiscuité des fruits entre eux fait que s'il y en a un qui ne va plus, qui commence à pourrir, eh bien, il contamine les autres fruits. Et c'est la raison pour laquelle les femmes sont plus exigeantes et veillent à la qualité de toutes les dimensions de leur vie parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de possibilité pour elles d'accepter qu'une des dimensions de leur vie pourrisse ou phagocyte les autres dimensions de leur vie. Les hommes, eux, sont pluridimensionnels. Alors on pourrait dire, c'est parce qu'ils ont compris qu'il ne faut pas que les fruits se pourrissent entre eux, mais pas du tout. En fait, c'est naturel, c'est leur psychologie. Eh bien, ils ont l'habitude d'avoir un tiroir pour le travail, et quand le tiroir travail est ouvert, les autres tiroirs sont fermés. Donc, il y a un tiroir pour l'amour, qui n'est pas forcément d'ailleurs le même tiroir que la famille. Et il y a un tiroir pour les amis, pour les loisirs, pour les passions. Voilà, et il y a autant de tiroirs que de dimensions. Donc, c'est un peu comme le Titanic avec ses cloisons étanches. Et donc, les hommes donnent la priorité à une ou deux dimensions de leur vie et négligent souvent le reste. Donc, puisque je vous parlais du Titanic, si l'ensemble des dimensions commence à avoir des problèmes, le bateau va sombrer. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de dimensions qui commencent à être problématiques. Donc, déjà, la différence essentielle que l'on voit entre les hommes et les femmes en termes d'ambition, c'est que les femmes veulent réussir leur vie, et là, le mot est important, c'est leur vie, et les hommes veulent réussir dans la vie. Et ça fait toute la différence, parce que justement, si les hommes veulent réussir dans la vie, ils vont concentrer leur énergie sur la dimension qu'ils veulent voir réussir. Donc, ils veulent réussir dans la vie selon l'échelle de valeur de la société, qui est souvent selon des critères quantitatifs, notamment financiers. Alors que les femmes qui veulent réussir leur vie, selon leur propre échelle de valeur, selon des critères plutôt qualitatifs que quantitatifs. D'ailleurs, les femmes sont aussi qualitatives dans leur vie sentimentale que quantitative, et les hommes font plutôt l'inverse, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Du coup, l'énergie des hommes est concentrée sur une seule dimension de leur vie, leur réussite professionnelle. C'est pour ça que je vous montrais le tuyau d'arrosage dont le jet est concentré sur un point, alors que l'énergie des femmes est dispersée sur l'ensemble des dimensions de leur vie pour un équilibre général de leur vie. Donc, vous voyez bien qu'une énergie qui est dispersée est moins forte qu'une énergie qui est concentrée. Donc, forcément, l'énergie concentrée peut aller plus haut, plus vite, et une énergie dispersée cherche la qualité et ne cherche pas à aller plus haut et plus vite.
La cause numéro 2, les femmes sont plus intègres. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'affirme ça? C'est que les femmes considèrent que les règles et les lois sont faites pour être respectées. Je vais vous en donner quelques exemples. L'exemple numéro 1, c'est qu'il y a quelques années, sachant que les femmes ont moins d'accidents, eh bien, une assurance auto avait proposé de faire payer les femmes moins cher. Évidemment, l'Europe y a trouvé à redire et a dit « c'est pas juste, c'est pas égalitaire, vous n'avez pas le droit de faire payer les femmes moins cher que les hommes ». Mais vous voyez qu'à travers cet exemple-là, déjà on voit que les femmes ont moins d'accidents. Pourquoi? Parce qu'elles respectent le code de la route, qu'elles prennent moins de risques. On y reviendra. L'exemple numéro 2, c'est que quand Ségolène Royal a constitué son équipe ministérielle, 100% des hommes ont négocié leur salaire. 0% des femmes ont négocié leur salaire. Donc déjà, vous voyez que dès le départ, on partait avec des différences de revenus. Mais pour aggraver la situation, aucun homme n'a émis un doute sur sa capacité personnelle à être à la hauteur de la mission que lui confiait Ségolène Royal. 50% des femmes ont émis un doute sur leur propre capacité à être à la hauteur. Donc on voit bien que l'intégrité des femmes fait qu'elles ne demandent jamais plus que ce qu'elles estiment devoir valoir, et que les hommes qui sont joueurs, ils demandent toujours 10, 20, 30, voire 50% de plus. De toute façon, la chance sourit aux audacieux. Et puis, l'exemple numéro 3, c'est que la population carcérale féminine, eh bien, c'est 5%, même pas, 3% de 3 à 5% de la population carcérale. Donc, il y a entre 95 et 98 et 97% de la population carcérale qui est masculine, donc qui a enfreint la loi et n'a pas respecté les règles et les lois. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette intégrité féminine trouve sa source dans l'influence de l'éducation? Est-ce qu'on a appris aux petites filles à respecter les règles et pas aux petits garçons? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Et pour donner un élément de réponse, regardons ce que nous dit l'index des femmes au sujet de l'intégrité. Eh bien, il y a une étude qui s'appelle l'étude de l'indice 2D, 4D. 2D, c'est le doigt numéro 2, c'est-à-dire l'index. 4D, c'est le doigt numéro 4, c'est-à-dire l'annulaire. Eh bien, une étude a voulu savoir pourquoi certaines personnes avaient des index plus longs et d'autres personnes avaient des annulaires plus longs. Et on s'est rendu compte que c'est fonction du taux d'œstrogène pour l'index ou de testostérone pour l'annulaire auquel a été confronté le fœtus lors de la grossesse. Et tout le monde le sait, la testostérone est une hormone masculine et les œstrogènes sont des hormones féminines. Donc, l'indice 2D4D se calcule en mesurant précisément la longueur de l'index et en la divisant par la longueur de l'annulaire. Donc, vous voyez que sur l'exemple qui vous est montré, on a l'impression que l'index est plus long que l'annulaire, mais en réalité, il est implanté plus haut. Et donc, en fait, ces deux doigts sont de la même longueur. Donc, il faut se méfier des illusions d'optique et ne pas regarder sa main simplement en disant « Tiens, au jugé, est-ce que mon index est plus long que l'annulaire ?» Il faut le mesurer précisément avec un double décimètre. Donc, on s'est aperçu
que si cet indice qui est calculé en divisant la longueur de l'index par l'annulaire est supérieur à 1, ben ça veut dire que l'index est plus long et que le taux d'estrogène est plus fort. En revanche, si cet indice est inférieur à 1, ben le taux de testostérone est en dominance. Et donc, pour vous donner un exemple concret, Macron est à 0,95. Donc, on voit bien que son annulaire est plus long que son index. Alors, pour avoir des éléments de comparaison, statistiquement, l'index est plus long que l'annulaire chez 45% des femmes, ce qui est normal puisque ce sont les œstrogènes, et seulement 15% des hommes. Alors que l'annulaire est plus long que l'index chez 30% des hommes et presque 3 fois moins chez les femmes, 12%. Vous avez ici, par exemple, la main de Charles Aznavour, qui a un indice de 0,89, où on voit très clairement que son annulaire est plus long que son index. Il s'agit de la main droite. Je précise ça parce que si cet indice est calculé dans la main gauche, ça donne des indications sur la combativité quand je prépare l'action. Si c'est la main droite, c'est la combativité quand je passe à l'action. Donc, vos indices ne sont pas forcément identiques de la main droite à la main gauche. Donc, retenez simplement que, par opposition, si l'index est plus long, on aura un esprit plus conciliant. Si l'annulaire est plus long, plus de combativité. Si l'index est plus long, plus de prudence. Donc, un annulaire long donnera plus de goût du risque et d'agressivité, alors que l'index long se maîtrise mieux. Que l'index long donne un faible sens de l'orientation et que l'annulaire long donne un fort sens de l'orientation. Il semblerait que les hommes aient un peu plus le sens de l'orientation. Voilà, ce n'est pas un propos sexiste. Et puis, quand l'annulaire est long, les personnes sont portées à s'affranchir des règles, alors que l'index long, on les respecte. Donc, on s'est aperçu, par exemple, en Allemagne, que plus les personnes avaient des annulaires longs, plus ils perdaient de points sur leur permis. La cause numéro 3, et là on rentre vraiment de plein pied, si je puis dire, dans la biotypologie et dans l'étude des mains, c'est que les femmes qui ont des mains froides recherchent la sécurité. Il est évident que l'entreprise rémunère moins l'attrait pour la sécurité que l'attrait pour le risque. Et donc, sachant que 2/3 des hommes ont des mains chaudes, 66%, et que 2/3 des femmes ont des mains froides, 66%, on voit déjà que les hommes et les femmes, statistiquement, je ne parle pas de l'individualité, mais statistiquement, ne partent pas dans la vie avec les mêmes élans, les mêmes attraits et les mêmes ambitions. Alors, je reviens un peu en arrière. Qu'est-ce qu'on entend par des mains froides? Ce sont des mains dont la température de surface dans la paume est comprise entre 25 degrés et 30 degrés. Par opposition, des mains chaudes, dans la paume, la température est comprise entre 30 et 35 degrés. Donc, vous voyez, 10 degrés d'écart, ça n'est pas du tout anodin. Les mains chaudes sont possédées par 90% des entrepreneurs et dirigeants, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc, on voit, ça ne veut pas dire que toute personne qui a des mains chaudes veut être entrepreneur, mais ça veut dire que 90% des entrepreneurs, hommes ou femmes, ont des mains chaudes. Ça semblerait donc être un atout pour entreprendre, de la même manière que mesurer 2 mètres ou 2,10 m semble être un atout pour être basketteur. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont grandes veulent absolument exercer ce métier et ce sport. Donc, la première conclusion que je tire de tout ça, c'est que les personnes aux mains chaudes ont besoin d'autonomie, qu'elles soient entrepreneurs, dirigeantes ou pas, et elles souhaitent qu'on rémunère le mérite et les résultats.
alors que les personnes aux mains froides ont besoin de sécurité et acceptent de troquer leur liberté contre un salaire sûr et pérenne. Donc, vous voyez déjà qu'on a un début de réponse sur le fait qu'il y a plus d'hommes qui sont prêts à prendre le risque d'être autonomes et se disent qu'on doit rémunérer cette autonomie. Alors, si on combine la chaleur et la moiteur des mains, on obtient 4 possibilités. Les mains chaudes et sèches, les mains chaudes et moites, c'est ce que vous voyez en haut, les mains froides et sèches, les mains froides et moites, c'est ce que vous voyez en bas. On va détailler ce que ça a comme conséquence. Les mains froides et sèches, vous l'avez retenu, préfèrent une forme de sécurité. Mais ce sont surtout des personnes qui préfèrent avoir une activité qui augmente leur savoir, qui n'oblige pas à diriger. Ce sont des personnes qui ne veulent ni diriger ni être dirigées. Et surtout, elles veulent donner du sens à leur vie. Donc, le fait d'être bien payé pour une activité qui n'a aucun sens ne les intéresse pas. Elles préfèrent être moins bien payées, mais avoir une activité qui a du sens. Et surtout une activité qui leur apprend quelque chose, donc le savoir est une forme de plus-value sur le salaire. C'est encore plus vrai si les empreintes digitales sont en forme d'arche, et vous voyez que la fréquence de cette empreinte-là, l'arche, est quand même faible puisque c'est seulement 5% des personnes dans le monde. En revanche, c'est une empreinte que possèdent 11% des femmes françaises contre seulement 7% des hommes français. Donc c'est en France une empreinte plus féminine que masculine, et puis vous l'avez compris, c'est une empreinte plus française que mondiale. Alors, cette empreinte-là va confirmer l'indépendance d'esprit, c'est-à-dire le besoin de se sentir libre, et pour pouvoir bien vivre ce sentiment de liberté, ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir en sécurité, ce que confirment les mains froides. Et par ailleurs, ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir différentes, et le fait de faire partie de seulement 5% de la population va être encore plus un sujet de satisfaction. Ce sont des personnes qui aiment transmettre le savoir et qui ont un sens critique extrêmement développé. Les mains froides et moites, elles ont comme point commun avec les mains froides et sèches d'avoir besoin de sécurité, mais elles n'ont pas besoin de liberté et elles préfèrent une activité où on a des règles, où il y a un règlement intérieur, où il y a des règles à respecter. Elles ne veulent pas diriger, mais elles aiment qu'on les dirige et elles veulent surtout avoir la certitude de pouvoir gagner leur vie au moins jusqu'à la retraite et de ne pas avoir à se soucier de se vendre sur le marché de l'emploi. Donc, généralement, le fonctionnariat intéresse beaucoup ce type de main et c'est encore plus vrai si elles possèdent des empreintes en forme d'ellipse. Alors, je vous rassure, il n'y a que 10% des personnes qui possèdent cette empreinte-là, mais néanmoins, s'il n'y avait pas de mains froides et moites et s'il n'y avait pas d'ellipse, il n'y aurait pas de service public, parce que pour accepter d'être rémunéré en fonction de l'ancienneté et non pas en fonction du mérite, eh bien, il faut avoir, comme on dit au Québec, ça prend des mains froides et moites, et il faut avoir plutôt des ellipses, parce que la routine devient un objectif. Alors maintenant, passons aux mains chaudes, et d'abord les mains chaudes et moites. Eh bien, vous l'avez compris, les hommes sont plus nombreux à avoir des mains chaudes, 2 fois plus que les femmes. Et puis, pour ceux qui ont des mains chaudes et moites, ils ont un peu la mentalité d'un enfant de 5 ans. Donc, pour eux, la vie, c'est d'abord de la passion, c'est d'abord du jeu. Donc, ils sont prêts à jouer le jeu d'un salaire au pourcentage de leurs efforts, de leurs mérites et de leurs résultats. Ils aiment bien avoir une activité où il y a de l'improvisation, où il y a du risque, où on peut développer des projets.
Et quand ils se vendent en entretien de recrutement, ils ne vendent pas ce qu'ils ont fait avant, ils ne vendent pas leur CV, ils vendent leur enthousiasme. Et donc, plus ils ont une capacité à convaincre, plus cher ils vont obtenir comme salaire. Donc, ils souhaitent qu'on rémunère leur enthousiasme, leur disponibilité et leur capacité d'adaptation. Et c'est encore plus vrai si ces personnes-là possèdent des empreintes en forme de boucle. Alors, vous voyez que le pourcentage là est extrêmement élevé, puisque 60% des personnes dans le monde possèdent des boucles. Ça ne veut pas dire que toute personne qui a des boucles a forcément des mains chaudes et moites, mais la plupart des personnes qui ont des mains chaudes et moites ont des boucles. Et si c'est le cas, ça renforce le refus de la routine, ça renforce l'adaptabilité dont j'ai parlé, et ça donne beaucoup plus d'indépendance d'action, contrairement aux arches et aux mains froides et sèches qui préfèrent l'indépendance d'esprit. Également, si ces mains chaudes et moites ont des doubles boucles, qui est beaucoup plus rare quand même, 10%, eh bien, ça va donner le plaisir de la perfection, ça va augmenter le goût du risque et ça va augmenter le comportement passionnel. Alors, pour finir, les mains chaudes et sèches, eh bien, ce sont des personnes qui, justement, en entretien de recrutement, vendent leur savoir-faire, le savoir-faire acquis, vendent leur crédibilité à travers des diplômes, surtout dans des professions réglementées, comme par exemple expert comptable, où on ne peut pas exercer cette activité si on n'a pas le diplôme. Et ce sont des personnes qui préfèrent une activité d'organisation, de pérennisation, de sécurité, voire de contrôle. Donc, ça peut être le contrôle qualité, le contrôle sécurité, la gestion, la finance. Et donc, ce sont des personnes qui sont très autonomes et qui veulent qu'on rémunère cette capacité d'autonomie, cette capacité à prendre en charge les problèmes, cette capacité à prendre en charge les autres. Et ce sont des personnes qui veulent qu'on rémunère leur constance et leur efficacité. Et c'est encore plus vrai si elles possèdent une empreinte en forme de spirale. Alors, si vous possédez cette empreinte-là, remerciez vos parents parce que ça vous donne de la niaque, ça vous donne un grand attrait pour la difficulté et vous considérez que si ce n'est pas difficile, ce n'est pas intéressant. Et ça renforce votre autonomie. Si on a des spirales, on a du mal à supporter de dépendre des autres. Alors, sachez que si seulement 15% des personnes dans le monde possèdent cette empreinte, 60% des entrepreneurs et dirigeants possèdent des spirales. Là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la longueur de l'index et de l'annulaire, votre main droite n'est pas forcément symétrique par rapport à votre main gauche. Vous pouvez avoir des spirales dans la main gauche et des boucles dans la main droite ou l'inverse. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'interprétation, mais vous comprenez qu'il ne faut pas regarder qu'un seul doigt. Il faut observer les empreintes sur les 10 doigts. Et donc, je pourrais dire, en résumé sur les empreintes digitales, que pour la police et la biométrie, un seul doigt suffit à vous identifier, à vous repérer. Mais pour la biotypologie, il faut les 10 doigts pour comprendre la complexité de votre tempérament. Et je précise bien de votre tempérament, car la biotypologie n'analyse pas votre caractère ni votre conscience. Donc, en résumé de ce que je viens de dire, les 3 causes, pour moi, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas 3 causes que j'ai identifiées comme pouvant expliquer que les femmes soient moins bien payées que les hommes, c'est leur côté unidimensionnel, c'est le fait qu'elles soient plus intègres et que 66% des femmes aient des mains froides, c'est-à-dire entre 25 et 35 degrés. Donc, ce qu'il faut retenir de la biotypologie dont je vous ai parlé,
c'est que c'est une méthode que j'ai mis 40 ans à concevoir, conceptualiser, modéliser, à partir de constats statistiques sur plus de 10 000 paires de mains, en France et au Canada, puisque j'ai vécu 3 ans à Montréal, donc c'était aussi bien avec les mains de Céline Dion au Québec qu'avec les mains de Charles Aznavour en France. C'est une méthode universelle, donc que vous soyez sri-lankais, japonais ou norvégien, l'analyse est la même, l'efficacité est opérationnelle, quels que soient 6 critères de, je dirais, de différence: l'âge, le sexe, l'ethnie, la culture, la formation et l'expérience. Donc, que vous ayez 5 ans ou 60 ans, l'analyse est strictement la même. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change strictement rien. Donc, évidemment, je milite pour qu'à empreinte égale, on vous rémunère de la même manière. Alors, quelles sont les applications? Eh bien, pour les particuliers, on peut dire que si l'âge ne dépend pas, si l'analyse ne dépend pas de l'âge pour analyser le tempérament, ben, ça peut permettre de cerner le potentiel de l'enfant pour aider les parents à l'éduquer en fonction de ce qu'il est et non pas en fonction de ce qu'ils voudraient qu'il soit. Après ça, on peut orienter les étudiants et on peut aussi faciliter la compréhension dans le couple. Et puis, par ailleurs, il m'arrive de faire des études familiales sur la transmission des empreintes digitales, donc on pourrait appeler ça la psychogénéalogie génétique, mais ce n'est pas une psychogénéalogie ascendante, comme elle est pratiquée habituellement, c'est une psychogénéalogie génétique descendante, c'est-à-dire on part des grands-parents et on regarde comment les empreintes se sont transmises aux parents, aux enfants, voire aux petits-enfants. Évidemment, il faut le faire pour les 10 doigts et pas seulement pour un seul doigt. Et puis, dans les entreprises, je suis amené à faciliter la compréhension dans les équipes, à valider des recrutements ou des mobilités internes et à comparer des profils d'associés ou de comités de direction. Pour vous donner un exemple, j'ai été amené à analyser les empreintes des mains des 2 fondateurs du groupe Accor. Ils ont tous les 2 des mains chaudes et sèches. Mais ce qui les différencie, c'est que Paul Dubrul possède des lignes fines dans la paume, fines et nombreuses, alors que Pélisson possède des lignes profondes et peu nombreuses. Eh bien ça fait toute la différence de leur comportement intellectuel. C'est que les personnes qui ont des lignes fines et nombreuses veulent comprendre le pourquoi, alors que les personnes qui ont des lignes profondes et peu nombreuses s'intéressent juste au quoi. Le pourquoi, c'est la perte de temps. Les personnes qui ont des lignes fines cherchent la cause des problèmes, les personnes qui ont des lignes profondes veulent les régler. Donc, vous voyez la complémentarité de ces 2 fondateurs est parfaitement identifiée par leurs mains. Autre exemple, puisque j'ai analysé un comité de direction de Bouygues en Angleterre, Bouygues Télécom, eh bien, c'était dans ce comité de direction 8 personnes, 5 Français, 3 Anglais. Le directeur juridique est anglais, il possède des arches. Les personnes qui ont des arches aiment la solitude, ont besoin de solitude. Et donc, les Français pensaient que le directeur juridique les snobait parce qu'ils étaient français. Mais en réalité, il ne les snobait pas du tout, il avait juste besoin de solitude. Donc, qu'il soit avec des Anglais ou des Français, de toute façon, il a besoin de solitude. Donc, une fois qu'on a pu expliquer ça dans le comité de direction, le courant passait bien mieux. Donc, vous retrouverez toutes ces explications dans un de mes livres qui s'appelle « Tout dans les mains », que vous ne trouverez nulle part autrement que sur le site toutdansleslains.com. Pour une raison, il y avait quelqu'un qui voulait rentrer. Bon, on est à la fin, je suis désolé. Donc, vous ne trouverez ce livre que sur le site toutdansleslains.com parce que j'ai acheté tout le stock à mon éditeur. Non pas que mon objectif est de priver les librairies, mais c'est parce que je voulais connaître 100% de mes lecteurs. Donc, je préférais en vendre moins
et être en relation directe avec mes lecteurs, d'autant plus que ça me permet également de proposer une dédicace personnalisée en fonction des mains des gens qui achètent le livre. Donc, il suffit de m'envoyer des photos des mains et je peux à ce moment-là dédicacer le livre avec une dédicace de 3 pages sur la personnalité de la personne dont j'ai les mains. Voilà mes coordonnées. Maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions, s'il y en a. Est-ce le cas? Alors, attends, Est-ce que tu m'entends, Jean? le partage, si c'est ça. M'entends-tu, Jean? Ça. Ah oui, arrêtez le partage, c'est ça. Oui. Voilà. M'entends-tu, Jean? Je ne t'entends plus, Bruno. Alors, attends, je vais arrêter l'enregistrement. Hop. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Ça y est, je t'entends. Alors, moi, je me dis que on est dans un monde, si on parle de la France ou d'autres pays occidentaux, où le patron a le choix de ses salariés globalement. Et donc, il va prendre des émigrés d'Afrique noire, d'Afrique du Nord quand il en a besoin. Il va prendre des Portugais s'il a besoin de maçonnerie. Enfin, il va se débrouiller pour que ce soit des Égyptiens pour faire de la peinture. Il va prendre la bonne personne pour le bon boulot. Et donc, si les femmes correspondaient exactement à son besoin, eh bien, comme elles sont moins chères, il a tout intérêt à les prendre. Alors, est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? C'est-à-dire qu'on dit les chefs d'entreprise préfèrent prendre des hommes s'ils sont plus chers et que même si les femmes font le même boulot, il ne va pas les prendre, alors que son intérêt, c'est de les prendre moins cher. Si elles sont à travail égal aussi compétentes que les hommes, il a intérêt à payer moins cher pour avoir le même résultat. Et pourtant, non. Donc, il y a peut-être autre chose que simplement les caractéristiques. C'est peut-être aussi le fait qu'une femme va être plus intéressée par, comme tu disais, sa vie personnelle et donc sera moins fiable. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle est moins ambitieuse, c'est qu'elle est peut-être moins fiable aussi vis-à-vis d'un recruteur, d'un patron, dans sa tête, dans son expérience. Alors, d'abord, ta question, je te remercie de l'avoir posée, induit aussi le fait que l'âge va rentrer en ligne de compte parce que effectivement, tu as un âge où si tu as plus de devoirs de financer les études de tes enfants ou si tu as plus tes enfants à charge, ben, tu es prêt à prendre des risques que tu ne prenais pas avant. Donc, parfois, tu as des âges où ça va jouer, évidemment. Mais par ailleurs, si tu veux, ce n'est pas que les femmes sont moins payées, c'est qu'elles sont moins prêtes à négocier leur salaire. Et donc, comme tu le dis, ça pourrait avantager les entreprises de les prendre, sauf que dans certains cas, certaines entreprises se disent, bah, tu vois, c'est comme dans un sous-marin, si je mets une femme au milieu d'une équipe d'hommes, il va commencer à y avoir des problèmes. Donc, dans certains cas, il y a des entreprises qui se disent, je ne le dis pas, mais je vais recruter que des hommes. Comme ça, il n'y aura pas de problème de séduction. Ça, j'entends. Mais on n'est quand même plus dans un monde en France industriel. On a jeté l'industrie en dehors de nos frontières. On est quand même beaucoup dans le tertiaire. Et à part des métiers comme sur les chantiers ou dans les fermes ou sur les chalutiers, ben les femmes n'ont pas de travail physique et ne risquent pas non plus de mettre tellement le bazar puisque c'est admis. Moi, je me dis en tant que patron, si j'avais vraiment envie de faire des économies et d'être très performant, si les femmes valent autant que les hommes, eh ben, j'aurais intérêt à prendre plus de femmes. Et donc, les hommes seraient chômeurs et pas les femmes. Oui, mais tu vois, par exemple, au Québec, le chômage masculin est supérieur au chômage féminin. Eh ben donc, c'est vrai alors ce que je dis. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être parce que j'ai raison, mais peut-être parce qu'il y a une autre raison. Le féminisme est tellement fort au Québec ouais. que les femmes ont écrasé les hommes pendant des décennies. Ouais. Et les employeurs se disent, si je ne recrute, quand il reste un homme et une femme pour le même poste, si je ne recrute pas la femme,
je vais être boycotté par l'ensemble des femmes. Il y a une sororité et une solidarité entre les femmes qui est bien plus forte qu'entre les hommes. Les hommes sont en compétition les uns avec les autres. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, on en arrive à ce que les entreprises recrutent beaucoup plus de femmes que d'hommes et que le chômage masculin est plus fort. Mais ce n'est pas une question de rémunération. C'est simplement la peur. C'est de la discrimination à l'embauche. Voilà, c'est une discrimination positive où les entreprises préfèrent recruter des femmes en se disant, au moins, je me mets les femmes dans la poche et je ne serai pas boycotté sur mes produits, sur ma communication par les femmes. Bon, tu sais, en France, il y a une association qui s'appelle Oser le féminisme. Au Québec, il y a une association qui s'appelle Oser le masculinisme. S'il y avait une association de ce nom-là en France, ça ferait le 20h. Donc déjà, tu vois que bon, les femmes québécoises sont nettement plus féministes que les femmes françaises. Mais pour revenir à ta discussion, évidemment, par rapport à la France, si je prends l'exemple, par exemple, d'une profession qui est en tension, par exemple, les data scientists, sachant qu'il y a plus d'hommes qui ont des mains chaudes et qu'il y a plus de femmes qui ont des mains froides. Moi, si je veux recruter des data scientists, je vais prendre plutôt des femmes avec des mains froides, parce qu'à intelligence et diplôme égal, ben les femmes, elles vont se dire, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Une fois que j'ai un salaire et un travail qui m'intéresse, je le garde. Mais les hommes qui ont des mains chaudes et qui sont joueurs, même quand ils ont un travail qui les intéresse, ils veulent toujours savoir s'ils ne pourraient pas valoir plus ailleurs. Oui. Et donc, ils vont mettre leur nez à la fenêtre, comme disent les chasseurs de tête et les recruteurs, pour voir si on est prêt à les recruter plus cher. Puis parfois, ils se prêtent au jeu et finalement, eh bien, ils vont plus loin et ils quittent un employeur qui leur plaisait, un job qui leur plaisait, simplement parce qu'on leur a dit qu'on était prêt et ils deviennent mercenaires. Et donc, il y a dans l'esprit masculin un côté beaucoup plus mercenaire. Donc, si moi, qui recrute des data scientists, je veux être sûr de les garder, ben, il vaut mieux que je les recrute avec des mains froides. Donc déjà, avec des femmes, j'aurais plus de chances qu'elles aient des mains froides. Et en plus, si par hasard elles ont des enfants, elles seront encore moins prêtes à prendre de risques de quitter un job et de quitter un CDI. Donc tu vois que dans certains cas, le raisonnement se retourne au profit des femmes qui finalement peuvent être plus recrutées, même si elles ne sont pas prêtes pour autant à se vendre plus cher. Alors, c'est le marché qui va faire qu'elles vont valoir plus cher, mais surtout, ce qu'elles veulent, c'est un job qui leur apprend quelque chose, qui augmente leur savoir et leur connaissance, parce que plus que les hommes, elles sont prêtes à considérer que la connaissance fait partie intégrante du savoir, du salaire, et que si j'apprends des choses, eh bien, je ressors de mon job plus intelligent et plus cultivé. D'ailleurs, ne nous trompons pas, dans les conférences sur le développement personnel, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Et donc, de ce fait-là, elles sont toujours plus prêtes à faire des progrès. Alors que les hommes, ils sont prêts à prendre des risques, même quand ils sont incompétents. J'entends, mais donc toi, tu donnais l'exemple où un patron aurait intérêt, un chef de service aurait intérêt à embaucher des femmes. Oui. Et les femmes qu'on entend, les féministes qu'on entend en France disent que ben non, ils préfèrent encore des hommes. Alors que apparemment, économiquement, ça serait plus intéressant puisqu'elles sont plus stables, plus fiables et moins chères. Moi, je me dis qu'il y a une autre raison, parce que les patrons ne sont pas des idiots. Ils ont des bonnes raisons de choisir le personnel qu'ils ont choisi. Oui, mais les hommes savent mieux se vendre. Il y a des choses qui, naturellement, empêchent un patron et sainement de prendre… Si les femmes sont si bonnes, eh ben il aurait intérêt à les choisir. Oui, il aurait intérêt, sauf que lors de l'entretien, les hommes se vendent mieux. Et finalement, ben, l'homme, le recruteur, il se laisse prendre par un discours
où tu vends plus ton enthousiasme, tu vends plus ton projet, tu vends plus, et finalement, dans certains cas, les recrutements sont des vraies catastrophes parce que la personne s'est survendue. Comme d'ailleurs le contraire existe aussi. Parfois, on te survend un poste et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on t'a vendu. Mais en l'occurrence, pour l'exemple que tu me cites, les candidats qui se survendent et qui savent bien séduire obtiennent le poste, et les femmes qui ne sont pas du style à vendre plus que ce qu'elles sont, parfois, elles s'effacent. D'accord. C'est la loi de la jungle. Oui. Mais c'est vrai que moi, si j'étais recruteur, je recruterais plutôt des… Ça dépend si je veux les garder à long terme ou pas, mais en tout cas, si je veux les garder à long terme et qu'elles ne jouent plus les rôles de mercenaires en se vendant au plus offrant, je prendrais des femmes d'abord, et parce qu'elles sont plus intègres, elles sont plus sérieuses, et puis surtout, elles cherchent plus la sécurité, et du coup, si je leur offre cette forme de sécurité, j'ai la chance de miser sur elles et de les garder. Mmh. Oui. Donc, ce que je disais la dernière fois, c'est que la solution pour que les femmes soient mieux payées, c'est qu'elles soient moins intègres. Mais bon, je pense que le monde y perdrait. Donc, je milite pour qu'il y ait plus d'intégrité. Et évidemment, il y a un prix à payer de cette intégrité. Et évidemment, les femmes le payent en salaire. Je ne sais pas ce qu'en pense Christine. Elle a l'air d'opiner du chef. Mais elle a son microphone qui est bloqué. Attention, oui, voilà. Ça y est, j'arrive. Oui, tout à fait. Ça, c'est bien connu et reconnu. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, entre autres, le marketing relationnel. Mais parce que c'est une commission et que c'est pas plus ou moins que les hommes. Alors après, c'est vrai que dans les hautes positions, souvent, il faut reconnaître que c'est des hommes. Mais comme on le sait, il y a toujours une femme derrière chaque grand homme qui pousse un peu et qui encourage et ça j'avais appris et j'avais trouvé ça très juste, et quand on regarde bien c'est véridique quoi, enfin c'est vérifié. Je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais alors oui. Comme tu parles du marketing relationnel, je voudrais dire justement que l'avantage du marketing relationnel, c'est pas tellement que tu es payé en fonction de ton mérite, c'est surtout que tu n'es pas obligé de diriger des gens, mais tu les aides à réussir. Ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Et donc, du coup, ça permet à des personnes qui n'aiment pas le pouvoir, notamment les personnes qui ont des mains froides, de réussir quand même aussi bien que les personnes qui ont des mains chaudes, et d'avoir une équipe où les gens sont libres et responsables, et donc on ne peut les obliger à rien, mais on doit les conseiller, les accompagner, les former. Or, les personnes qui ont des mains froides et sèches notamment, adorent rendre les autres autonomes, parce que ce sont ces personnes qui ont des mains froides et sèches et qui ont des arches notamment, n'aiment pas avoir du pouvoir sur les autres, parce qu'elles ont compris que plus elles avaient de pouvoir, moins elles avaient de liberté. Et donc, le marketing relationnel ou le marketing de réseau, quelle que soit la manière dont on l'appelle, permet ce plaisir de ne pas diriger les autres, de ne pas perdre sa liberté, de ne devoir rendre des comptes à personne, mais d'avoir le plaisir de faire réussir les autres. Tout à fait. Et c'est ça qui est génial. C'est tout à fait ça. Alors, effectivement, c'est une mentalité particulière, qui n'est pas ouverte à tout le monde, parce que évidemment ceux qui préfèrent avoir un salaire sûr, effectivement on va avoir beaucoup d'hommes qui vont dans le marketing de réseau pour réussir, et on va avoir beaucoup de femmes qui vont dans le marketing de réseau pour être libres. Donc c'est pas la même motivation. Là pour aussi. Pour être libre et pour aider, comme tu disais. Et pour aider, voilà. Tout à fait, pour aider. Donc, et à la limite, c'est plus facile pour moi, je reconnais que c'est plus facile pour moi d'aider mes partenaires que de vendre en direct. Enfin, vendre, j'aime pas, enfin, c'est pas ce mot, quoi. Voilà.
Et moi, je dis toujours, je préfère vraiment beaucoup le marketing relationnel parce que pour moi, c'est du réseau, certes, mais c'est du marketing relationnel avant tout, Ah, puisque tu as raison. C'est beau, histoire oui. de relations. Et même maintenant, je dis beaucoup même de l'affiliation, parce que l'affiliation, ça passe beaucoup mieux dans le commun des mortels, en France surtout, parce que maintenant, les banques font de l'affiliation, la téléphonie, l'EDF, tout, enfin, partout on a de l'affiliation, alors que le marketing de réseau a une mauvaise presse en France, Oui. notamment, alors que c'est beaucoup plus accepté et reconnu et même promu à l'étranger, quoi. Oui. Voilà. Alors, ce qui a fait démarrer le marketing relationnel en France, c'est grâce à Madelin, la loi sur les VDI, sur la possibilité de devenir VDI sans s'enregistrer comme entrepreneur et donc sans être obligé d'avoir un SIRET, etc. Et donc ça a beaucoup aidé à partir des années 2000 à ce que le marketing relationnel, tu as raison, parce que dans relationnel, il y a un côté très humain. Et donc, il faut retenir dans le mot marketing relationnel le mot relationnel. C'est le plus important. Bien sûr. Et effectivement, après ça, il y a trois sortes de marketing relationnel. Il y a ceux où on doit montrer, comme Tupperware, par exemple. Oui. Il y a les marketing relationnels où on doit démontrer, par exemple, les produits pour la santé, où on doit faire tester. Et les gens sont convaincus que quand ils ont testé, donc on doit démontrer. Et puis, il y a les marketing relationnels où tu peux juste expliquer. Il n'y a rien à montrer, il n'y a rien à démontrer. C'est juste logique. Voilà pour moi les trois types de marketing relationnel. Quand tu peux expliquer les choses au téléphone sans montrer, sans démontrer, on est dans l'explication et dans la logique. Et ça, ce serait plus quel style de marketing relationnel du coup? Par exemple, des marketing relationnels où il n'y a pas de produit, où il n'y a rien qui est fait pour la santé et où c'est juste de la logique comme le domaine financier, par exemple, tu vois, ou la communication, par exemple. D'accord. Plus dans le domaine du service. Du service, oui, tout à fait. Ok. Ok, merci. Merci Alors, Jean. je me souviens plus, toi, tu as des mains chaudes et sèches, c'est ça? Ah non, moi j'ai des mains froides. Ah, froides et sèches, c'est ça? Ouais, j'ai des mains froides, Voilà, moi. voilà. Donc, effectivement, de toute façon, quand on a des mains froides et sèches, la plupart des gens qui ont un côté commercial ont des mains chaudes humides. Et donc, les personnes qui ont des mains froides et sèches préfèrent être du point de vue du client. Et donc, le client devient un partenaire. Oui. Et donc, le plaisir d'analyser les besoins du client est plus fort que le plaisir de lui vendre. C'est ça. Ça, ce sont les mains froides et sèches. Donc, il faut qu'il y ait des choses à analyser. Si c'est juste sur l'enthousiasme, ça n'intéresse pas les mains froides et sèches. Alors que si tu as des mains chaudes humides, tu as envie de vendre des congélateurs à des Esquimaux parce que plus tu vends des choses à des gens qui n'en ont pas besoin, plus ça t'amuse. Je comprends, oui, d'accord. Attends, je voudrais arrêter mes notifications là. Ok, merci. Merci Jean. Ah, ouais, c'est Voilà. logique. Moi, Oui. Je pensais que les mains froides, c'était plus un problème de circulation sanguine. Alors, J'ai toujours dit, c'est parce que ça ne circule pas bien jusqu'au bout des doigts, etc., des extrémités, les pieds, pareil. alors, c'est pas que ça circule pas bien, c'est que la nature a prévu que les veines des femmes soient plus fines dans les mains et dans les jambes, de manière à ce que le sang ait du mal à aller aux extrémités et qu'il reste au centre du corps pour la procréation. Donc, ce n'est pas une mauvaise circulation, c'est une circulation tout court. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend que la plupart des femmes ont des mains froides, des pieds froids, des extrémités froides, mais néanmoins, 90% des femmes qui dirigent et qui entreprennent ont des mains chaudes. Voilà. Alors, Christine, tu es figée, je ne sais pas ce qui se passe.
Je ne t'entends plus et ton image est figée. Pour ceux qui ne peuvent pas parler, il y a toujours le chat pour s'exprimer. Ah Mais oui, il c'est vrai. il n'y a personne sur le chat. Il n'y a personne, voilà. J'avais oublié. C'est vrai que le chat peut être une solution. Sarah, des réactions? Daniel est derrière Lenovo Tab M, je ne sais pas combien. Ah, il y a Christine G qui arrive. Je ne sais pas qui c'est. C'est pas grave. Bienvenue, Christine. Voilà. Christine G. Ah, ben c'est Christine qui revient. Voilà. Désolée, j'ai eu un problème de connexion. Voilà, tu t'es connecté. Oui. Et reconnecté. Bon, ben écoute, c'est pas grave. À partir de où tu n'as pas entendu? J'ai cru comprendre que c'était que l'être humain, enfin les femmes avaient été créées pour que la chaleur soit concentrée au niveau du ventre, etc., pour la procréation. C'est ça que tu as dit? Voilà, oui. D'accord, voilà. Donc la circulation sanguine reste auprès des organes vitaux qui sont effectivement au centre du corps, notamment pour la procréation. D'accord. Mais néanmoins, et c'est ce que je rajoutais, 90% des femmes qui dirigent ont des mains chaudes. Donc, probablement qu'elles n'ont pas des veines fines comme la majorité des femmes. D'accord. Okay. Alors, je suis pas allé jusqu'à ausculter leurs veines. Hein. Je suis pas. Non, d'accord. Mais en tout cas, la température de leurs mains a été. Alors, ça arrive dans certains cas que des femmes qui dirigent aient des mains froides, mais elles ont une manière très particulière de diriger, et notamment elles s'entourent de chefs de cabinet qui ont des mains chaudes et qui vont être une forme de pouvoir décentralisé. Je prends par exemple Clara Guémard, qui a été présidente du Women's Forum, qui dirigeait General Electric France ou Europe, je ne sais plus, Europe, et qui a des mains froides, et qui aurait pu rester une femme dirigeante que les chasseurs de tête s'arrachent pour mettre à la tête d'une autre entreprise, mais elle a préféré créer un fonds d'investissement qui s'appelle RISE, mais elle ne l'a pas créé avec un homme qui a des mains froides, elle l'a créé avec un homme qui a des mains chaudes et sèches. Donc, du coup, c'est lui qui porte l'entreprise sur ses épaules, et elle apporte son sens critique et son carnet d'adresses par ailleurs, parce que quand on a dirigé General Electric Europe et qu'on a été président du Women's Forum pendant plusieurs années, on a un carnet d'adresses long comme le bras, si je puis dire. C'est clair. Ouais. Est-ce que, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aimerais bien que tu représentes une diapositive que j'ai un peu zappée. Ça s'appelle « Première conclusion, les personnes aux mains froides ont besoin de sécurité ». Et j'aurais voulu que tu viennes sur une image qui était en texte, la première conclusion, je ne sais plus comment tu l'as appelée, les personnes aux mains chaudes, si tu pouvais la représenter, cette diapo. Donc, je vais là. Et hop. Donc, c'était… Bon, moi j'ai un souvenir, parce que je prends des notes, les personnes aux mains froides ont besoin de sécurité et acceptent de troquer leur liberté contre un salaire. Et juste avant, il me semble qu'il y avait l'équivalent pour les mains chaudes. Donc, voilà, les personnes aux mains froides ont besoin de sécurité. Voilà, c'était ça. Oui, et il me semble que juste avant, tu as fait la même chose pour les mains chaudes, je crois. Oui, les personnes aux mains chaudes ont besoin d'autonomie et souhaitent qu'on rémunère leur mérite et les résultats qu'ils obtiennent en totale autonomie. Oui. Ok. Et tu n'as pas fait une conclusion, ça c'est des conclusions horizontales sur ton tableau. Est-ce que tu as fait des conclusions verticales sur la sécheresse et l'humidité? Qu'est-ce que tu appelles Là, parce que ces deux conclusions là que tu vois, première conclusion chaude, oui. tu as fait un tableau à 2 lignes, 2 colonnes. Oui.
Et donc là, c'est une ligne haute et tu as une ligne basse qui est la diapo suivante. Est-ce Oui. que tu as un résumé des mains humides et des mains sèches? Non, par colonne, colonne. Oui, 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 ça, je ne l'ai pas mis. C'est que, en fait, les mains moites n'appartiennent pas à des personnes stressées. Moite, c'est zen, c'est ça? C'est pas que c'est zen, ce sont, comment dirais-je, c'est pas parce que tu as des mains moites que tu es stressé, mais si le stress génère momentanément des mains moites, ça peut arriver. Mais si tes mains sont moites, que tu aies du stress ou que tu n'en aies pas, ça veut dire que c'est génétique. Et à ce moment-là, on oppose les mains moites qui sont affectives et sentimentales aux mains sèches qui sont cérébrales et pragmatiques. Et par ailleurs, les mains moites ont le sens du court terme et les mains sèches ont le sens du long terme. Donc, du coup, si tu veux confier un projet de développement et que tu veux des résultats rapides, il faut le confier à des personnes qui ont des mains chaudes et moites, parce que à partir du moment où elles sont moites, ça sera du court terme et le résultat sera rapide. Et à partir du moment où elles sont chaudes, ce sont des personnes qui, en totale autonomie, vont gérer le projet pour qu'il soit rapidement conclu. En revanche, si tu veux, c'est un peu comme si on disait je suis paysan et j'ai le choix entre planter un champ de blé ou planter des arbres fruitiers. C'est sûr que le champ de blé, ça plaît plus aux mains moites parce qu'on est sûr qu'au bout d'un an, on a une récolte. Alors que les mains sèches, elles se disent ça ne sert à rien d'avoir une récolte au bout d'un an s'il faut toujours recommencer chaque année. Je préfère planter un arbre fruitier. Peut-être que pendant 5 ou 10 ans, j'aurai rien, mais après, pendant 30 ans, j'aurai des fruits. Je prends l'exemple, par exemple, des noyers. Pour les nuciculteurs, un noyer, ça met 20 ans à faire des noix. Donc, effectivement, il faut vraiment avoir le sens du long terme. Donc, du coup, si tu veux, les mains sèches se disent lentement mais sûrement, je construis ma solidité. Les mains moites, elles se disent je veux tout et tout de suite, je n'ai pas la patience d'attendre 5, 10, 20 ans pour voir un résultat. Donc, évidemment, quand tu vends des sous-marins à l'Australie, c'est plutôt des gens qui ont des mains sèches et chaudes parce que c'est des négociations de 3 ans ou 5 ans et que ça, les mains moites, chaudes et moites, même s'ils ont le sens du commercial, pour eux, c'est vraiment du long cours qui n'est pas du tout motivant. Oui. Donc, c'est ça que tu as appelé vertical et horizontal. Ça y est, je comprends mieux ta remarque. OK. Très, très intéressant tout ça. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas si Sarah avait une réaction, mais en tout cas, peut-être qu'elle n'a pas de micro. J'arrête le partage. Hop. Voilà. Et puis, Daniel, je ne sais pas s'il nous entend, mais ce n'est pas grave. Voilà. En tout cas, Christine, si tu as mon téléphone, si tu as d'autres questions, tu peux m'appeler. Si je ne réponds pas, tu peux m'envoyer un message WhatsApp, SMS, comme tu veux. Pareil pour Bruno. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, ou nuit plutôt, parce que la soirée est déjà bien entamée. Exact, merci. Et puis, faites bon usage de vos mains et de votre potentiel. C'est ça. Et retenez en conclusion, il n'y a pas de mauvaises mains, il n'y a que des gens qui s'en servent mal. Oui, voilà. C'est encourageant.
Oui, Parce que oui. souvent, les gens me disent, est-ce que j'ai de bonnes mains? Alors, je dis, c'est pas une bonne question. Oui, c'est ça, Oui, d'accord. ça, ouais. Combien coûte une consultation avec toi, Jean, s'il te plaît? Alors, une consultation individuelle, c'est 250 euros. Pour combien de temps? Ça dure 2 heures. 2 heures, 250, d'accord. Il y a 1 heure de prise de données et 1 heure d'analyse. D'accord. On enregistre l'analyse pendant que je parle sur magnétophone numérique et je t'envoie après ça dans ton mail l'enregistrement parce que l'analyse est bonne pour la vie entière. Ah, d'accord, ok. Ça change, Voilà. oui, après. Donc, du coup, tu peux réécouter l'enregistrement 10 ans après, c'est toujours valable. Ah oui, ça change. Oui, d'accord, ok, oui. Les empreintes, elles ne Ensuite, changent pas, si? Les non, empreintes, les empreintes ne changent pas, le tempérament ne change pas, c'est le caractère qui change, mais pas le tempérament. d'accord, ok. Et comme le caractère, je ne peux pas l'analyser dans tes mains, du coup, l'analyse est définitive. Néanmoins, même si l'analyse est définitive, le poids relatif de ton tempérament est proportionnel à l'âge. C'est-à-dire que, si tu veux, à 20 ans, ta culture a plus d'importance que ta nature. Oui. Mais à 60 ans, ta nature a plus d'importance que ta culture. Donc, à 20 ans, tu es le fruit de ton vécu. À 60 ans, tu es le fruit de ta nature. Mm. Donc, le fait d'analyser à 30 ans, 40 ou 50 quelque chose qui va prendre le pouvoir sur ta personnalité à partir de 50 ans, ben même si tu le fais qu'à 20 ans, ça sera toujours intéressant de savoir ce que tu vas devenir. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas le tempérament qui change, c'est son poids relatif par rapport au caractère. C'est le principe des vases communicants. Ok, ok. Voilà. Et ensuite, pour continuer ta question, c'est pour ça que je disais une consultation individuelle, c'est 250, une consultation de couple, c'est 400, et une famille entière, c'est 600. Quand je dis une famille entière, quel que soit le nombre de personnes. Ah oui. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que les familles nombreuses soient désavantagées. Bien sûr, oui. Donc, ce n'est pas fonction du nombre d'enfants. Et donc, effectivement, si je dois analyser 6 enfants, plus les parents, plus les grands-parents, tu vois que ça fait un nombre de gens quand même, de personnes quand même considérable. D'accord, oui. Mais on peut s'arrêter à 2 générations aussi. Oui, oui, bien sûr. Et il m'est arrivé aussi d'analyser pour des parents le potentiel d'enfants adoptés. Ah oui, sympa. Ah ben oui, Donc là, il évidemment. n'y avait plus de génétique dans le Oui. sens transmission, mais il y avait quand même une analyse génétique parce que en tant que parent adoptant, tu as quand même envie de savoir quel est le potentiel de l'enfant qui va s'exprimer de plus en plus avec l'âge. D'accord, oui. Et tu peux faire cette analyse à partir de quel âge? À partir d'1 an. Ah oui? Alors, je pourrais le faire avant, mais je ne le fais pas parce que tu remarqueras qu'un nouveau-né, plus tu essaies de lui ouvrir la main, plus il la ferme. Ah oui, d'accord. Et donc, je n'ai pas envie de traumatiser les bébés juste pour analyser leurs mains. Donc, oui, bien sûr, généralement, à 1 an, quand tu dis à un enfant, ouvre bien ta main, je te mets du noir dessus, on la pose sur le papier, il est ravi de faire des empreintes sur le papier, mais il comprend qu'il ne doit pas fermer ses doigts quand il les met sur la feuille, sinon ça fait vraiment des pâtés que je ne peux pas analyser. Voilà. Mais donc, à partir d'1 an, mais de toute façon, sache qu'à 3 mois dans le ventre de la mère, tout est marqué. Hein. Oui, Les oui, empreintes sont déjà là? Tout est là, les empreintes, tout, les lignes, tout. Ah oui, à partir de 3 mois de grossesse. D'accord. Ah oui, quand même. Après, ça va grandir homothétiquement, mais en tout cas, tout est déjà marqué. D'accord. Ok, ok, ok. Attends, j'avais une autre question. Je l'ai plus là. Ouais, ça va me revenir. Au pire, je te contacterai par Messenger. D'accord.
Ok, bah merci. Merci ben, bien. écoute, ah oui, ça y est. À distance, tu peux le faire à distance aussi? Alors, je peux. J'aime un peu moins parce que il me manque les données tactiles sur la texture de la peau, etc. Mais bon, globalement, en général, j'arrive à peu près à les identifier sur la photo des mains. Mais c'est vrai que c'est un peu moins. J'y ai un peu moins de plaisir, mais j'y arrive. Hein, j'y arrive. En termes d'efficacité, j'y arrive. C'est un peu moins drôle pour moi. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Ok, je comprends. Voilà, mais tu sais, je l'ai fait pour valider des recrutements avec des entreprises québécoises. Hein, ah oui, ok. Donc, ça se fait à distance. Avec maintenant la qualité des appareils photo sur les téléphones, oui, tu c'est vrai. Tu fais des merveilles. Hein. C'est vrai. Mieux qu'avec certains gros appareils photo. C'est vrai, exact. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci. Bonne nuit. Merci. Merci de même. Et je vous souhaite une belle fin d'année dans la merci. liberté de se serrer les mains, de se prendre dans les bras et d'être dans la convivialité. Dans la chaleur humaine. Voilà. La chaleur humaine. C'est ça. Très bien. Bonsoir Merci Bruno, beaucoup. bonsoir Christine. Allez, au revoir tout le monde. Bonsoir Michel, Sarah et Daniel. Je ferme. Hop. Ok. Au revoir.